Premier ministre guinéen doit ouvrir des consultations sur le débat constitutionnel. Si les opposants n'en veulent pas, des leaders comme Baouri ne sont pas contre. Le patron de l'UFDG Renouveau donne ses raisons dans ce journal. Le journaliste Mohamed Bangoura de Mosaïque guinéen et Fodé Baldé, militant de l'UFR, étaient ce matin au tribunal de première instance de Kaloum. Ils sont poursuivis pour diffamation et complicité de diffamation à l'endroit du président de la République. Et puis le CIL Espoir affronte la Côte d'Ivoire ce mardi au stade du 28 septembre au compte du match retour du troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. Et nul suffit à la Guinée pour participer à la grande messe prévue en Égypte en 2020. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue. Nous ouvrons le bal de ce grand rendez-vous d'information par le Premier ministre guinéen qui a prononcé un discours ce lundi, discours qui campe le décor de la mission qui lui a été confiée par le président de la République en vue d'engager des consultations nationales sur la tenue du scrutin législatif avant la fin de 2019, mais surtout recueillir les avis des différents acteurs socio-politiques sur l'épineuse question de l'avènement d'une nouvelle constitution. Dr Ibrahima Kassori Fofana rassure l'ensemble des acteurs concernés quant à la sincérité de sa démarche. On l'écoute. Mes chers concitoyens, en m'assignant la mission d'engager ces consultations, Monsieur le Président de la République voudrait que chacun se fasse entendre et que nul ne soit exclu du processus de prise de décision. Pour Monsieur le Président, comme pour tout démocrate, toute décision qui engage la vie de la nation et détermine son avenir doit nécessairement tenir compte de la volonté et des aspirations du peuple dans toute sa diversité. Je tiens à rassurer les uns et les autres que j'aborde ces consultations en étant conscient des enjeux qui y sont liés et de mes responsabilités. Je tiens également à rassurer tous les interlocuteurs que dans les consultations que nous sommes sur le point d'ouvrir, l'orientation claire qui m'a été expressément donnée par le chef de l'État est d'écouter avec patience et respect tous les acteurs. Autre pan de ce discours du Premier ministre, il invite ceux qui s'opposent à ces consultations à ne pas refuser le dialogue. Chacun des invités recevra dans les heures à venir sa lettre d'invitation. Mesdames et messieurs les acteurs concernés par les consultations que je me prépare à conduire, je réitère l'appel du chef de l'État à l'invitation que j'ai l'honneur de vous adresser. Car il s'agit de parler de la Guinée, notre Guinée, et de son devenir. Personne parmi nous ne doit se dérober à cette responsabilité civique exaltante. Nous devons cela à notre pays. C'est pendant les heures difficiles qu'on reconnaît les grands hommes. Et l'histoire a montré sous tous les cieux, notamment en Afrique, que refuser le dialogue, c'est se détourner du peuple et de ses préoccupations fondamentales et l'exposer à tous les risques et à tous les dangers aux conséquences souvent fâcheuses. C'était donc le Premier ministre guinéen sur la mission à lui confier par le chef de l'État. Et pendant ce temps, il y a certains qui sont favorables à la proposition du président de la République pour une consultation nationale. Contrairement à la position catégorique du Front national de défense de la Constitution, Baouri et Jacques Bonimi favorisent le dialogue car ils sont convaincus que le peuple de Guinée n'est pas dupe et est mature pour prendre la bonne décision qui, selon eux, est d'empêcher toute tentative de changer la constitution guinéenne. Abdraman Ba, Lamine Sela pour les détails. Il se souvient toujours des drames qui ont eu lieu suite à des manifestations en Guinée et Baouri dit avoir tiré les leçons du passé. Je tire les leçons de notre passé pour qu'on évite à tout bout de champ de prendre des décisions à l'emporte-pièce devant des situations qui exigent une réflexion, une retenue stratégique dans un contexte trouble. Nous sommes un pays qui est dans un contexte très fragile.
Sa position contre une nouvelle constitution, il la maintient, mais il se dit ouvert au dialogue. La consultation peut être un moment politique majeur pour qu'après que le président de la République, en toute connaissance de cause, avec l'évaluation des risques de déstabilisation du pays, d'en tirer la conclusion politique. Et personnellement, je souhaite qu'il ne s'engage pas dans la voie d'organisation d'un référendum ou d'un changement constitutionnel. Quant à Jacques Bonimi, président de l'UPG, l'heure n'est pas à bloquer toute possibilité de sortie de crise qui s'avère être le dialogue, même si pour l'instant, cette proposition reste ambiguë. Pour nous, ce n'est pas clair parce que cette consultation doit d'abord se faire à l'Assemblée en ce qui concerne la révision constitutionnelle. Et ce n'est pas une consultation populaire. La consultation populaire vient en seconde phase après que l'Assemblée soit prononcée sur le projet. Des textes que nous ne connaissons même pas d'abord. On n'a pas vu ces textes. Quelle consultation on va faire? C'est pourquoi nous disons à l'UPG qu'il faut attendre de voir la forme de la consultation pour se prononcer. Même si Bahouri n'est pas du même avis que le FNDC sur ce sujet, il se dit tout de même être membre du mouvement. Au cours de cet entretien, les hommes politiques sont aussi revenus sur l'organisation des élections législatives avant la fin de l'année telle qu'annoncée par le président Alpha Condé. Ces hommes politiques sont pessimistes quant au respect de cette échéance électorale. Ils sont au micro d'Abdraoune Ba. A priori, il y a une volonté qui est exprimée, mais aujourd'hui, nous sommes au mois de septembre. Il ne reste que 3 mois. Il y a des questions qui méritent d'être réglées, notamment l'assainissement du fichier électoral. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il ne s'agit pas d'organiser des élections pour simplement organiser des élections et voir le pays au lendemain de ces élections sombrer dans une crise institutionnelle. Techniquement, je pense que ce n'est pas possible parce qu'on est encore sur la mise en place des démembrements de la CENI. Même si ça finit cette semaine, on aura aussi à engager peut-être la révision des listes électorales. Et à quel moment ça va finir pour que ce traitement-là ait lieu au site central ici, avant d'avoir une liste propre pour aller aux élections. N'oubliez pas aussi que nous avons fait 5 ans sans réviser notre liste. Donc dire aujourd'hui d'aller aux élections avec l'ancienne liste, c'est laisser une frange de Guinéens qui ne vont pas participer à ce vote-là. Prévention des violences et conflits post-électoraux, c'est la toile de fond d'un cadre de concertation des acteurs de la société civile qui s'est ouvert ce lundi à Conakry. Une expertise régionale a été sollicitée à la veille des échéances électorales en Guinée. Djibril Ba, Ibrahima Sori, Camara, reportage. La plupart des périodes post-électorales ont été émaillées de violences en Guinée. À la veille de ces échéances électorales, le réseau ouest-africain pour la construction de la paix essaie d'apporter son expertise en procédant à des alertes précoces pour prévenir les troubles. On a créé des mécanismes pour faciliter cette mise en œuvre et ces mécanismes vraiment mettent les gens, c'est-à-dire les Guinéens eux-mêmes à la tête du processus. Donc, c'est vraiment une expertise qui doit venir du Guinéen et pas de l'extérieur. Nous, on n'amène que les expériences qu'on a connues d'autres pays pour compléter ce que les Guinéens eux-mêmes vont faire. La prévention des menaces des processus électoraux est une problématique qui concerne 7 pays membres de la CEDEAO. Pour le cas spécifique de la Guinée, plusieurs actions sont prévues par les activistes de la société civile dans des endroits réputés chauds de la capitale. Ensuite, on est là sur le terrain, non seulement à la base, mais aussi avec des autorités, parce qu'il y a des activités de plaidoyer et d'assises qui sont programmées. Comment faire le plaidoyer au niveau des autorités. La paix et la stabilité en Guinée passera forcément par les acteurs politiques impliqués dans les élections. C'est l'une des préoccupations de l'Union européenne. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir à la fois l'expertise de la CEDEAO, d'une part, mais c'est d'avoir aussi, je dirais, la capacité de médiation de la CEDEAO et aussi cette neutralité que la CEDEAO permet d'afficher à travers ce projet, qui permet de favoriser, je dirais, son acceptation et son appropriation
par les autorités des différents pays dans lesquels on doit mettre en œuvre le projet. Pour l'heure, la commission électorale a enclenché un programme de formation pour les CEPI et les CESPI pour mieux réussir les élections à venir. Changeons à présent de registre. Le journaliste Mohamed Bangoura du site Mosaïque Guinée et le militant de l'UFR Fodé Baldé étaient ce lundi au tribunal de première instance de Kaloum. Ils sont tous deux poursuivis par le procureur pour diffamation et complicité de diffamation à l'endroit du président de la République par le biais d'un système informatique. Malik Sangiana Kamara, Alcini Kamara pour le compte-rendu. La poursuite est partie de la publication d'un article d'opinion sur le site Mosaïque Guinée intitulé « Alpha Condé à la tête de la CEDEAO, au revoir à la démocratie en Afrique de l'Ouest ». Une tribune rédigée par Fodé Baldé, responsable de la communication digitale de l'Union des forces républicaines, et transmise au directeur de publication du site Mosaïque pour être affichée. Au cours de l'audience de ce lundi, la partie civile a demandé à la Cour dans sa plaidoirie de condamner les prévenus au paiement d'un franc symbolique. Nous avons sollicité le franc symbolique et sollicité du tribunal à ce que l'insertion de la décision à intervenir soit ordonnée dans un journal d'annonce légale pour que l'opinion nationale et internationale sache que les allégations contenues dans la tribune étaient diffamatoires. Alors que le procureur général brandissait l'application de la loi relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel dans cette affaire, la défense a balayé ses arguments d'un revers de la main. Elle a soutenu plutôt l'application de la loi portant sur la liberté de la presse. Il fallait venir devant le tribunal démontrer que dans cette affaire, eh bien, il n'y a pas d'infraction. Parce que le texte qui sert de base à la poursuite n'est pas un texte encore applicable aux Guinéens. Ce n'est pas un texte qui a été publié comme prévu par les articles 3 et 4 du Code civil. Pour le secrétaire exécutif de l'UFR, ce procès est purement politique avant d'accuser le président de la République d'avoir une main noire derrière. Alpha Condé, il veut utiliser la loi, légaliser la dictature en République de Guinée. En légalisant la dictature, c'est en utilisant la justice comme élément lui permettant de dire qu'il suit les règles et les principes. Alors il ne suit pas les règles et les principes. À la suite des débats, la présidente de la Cour, Adja Mariama Doumbouya, a renvoyé l'audience au 17 septembre prochain pour délibération. Plusieurs cadres du système éducatif de la sous-région sont en conclave à Conakry, axé sur l'Académie nationale des sciences. Il s'agit de renforcer les capacités des pays moins avancés en matière des sciences, des technologies et des innovations. Cela contribuera à promouvoir la transformation structurelle des différentes économies en éliminant la pauvreté par le biais du développement durable. Alceni Bari, Yacouba Traoré. La Guinée est l'un des rares pays à ne pas disposer des académies des sciences. Désormais, elle entame la procédure avec ce forum qui réunit des cadres venus de plus de 7 pays, dont le Bénin, le Sénégal, la Centrafrique. L'objectif est d'aider la Guinée à se doter de capacités en matière de sciences, technologie et innovation pour promouvoir la transformation structurelle de son économie, éliminer la pauvreté et favoriser le développement durable. L'académie, c'est comme un parapluie qui peut nous apporter beaucoup en termes, puisqu'on veut capitaliser sur l'expérience, sur la pratique de certaines personnes, que ce soit dans le domaine médical. Si par exemple, on veut introduire une semence en Guinée et que nous avons des spécialistes dans cette académie, ils peuvent nous donner leur avis là-dessus, comme un comité d'éthique à peu près. L'Académie des sciences ne va pas seulement être axée sur la technologie, elle concerne aussi la culture, la littérature, entre autres. Cette consultation sous-régionale est d'autant avantageuse pour la Guinée que pour ses différents pays, martèle le représentant de la Banque de technologie des Nations Unies. Nous allons aussi collaborer avec la Guinée dans d'autres secteurs, notamment dans l'entrepreneuriat, afin de renforcer la capacité des jeunes qui sont dans ce domaine et les permettre aussi de pouvoir résoudre les problèmes sur le continent avec la technologie. Le rôle des académies des sciences s'avère donc fondamental dans le développement d'un pays. Le projet est déjà passé en conseil interministériel et approuvé. Il devrait passer en conseil des ministres, suivant un décret déjà prêt
indique le ministre de l'Enseignement supérieur. Et puis le maire de la commune de Dixi n'est pas content. Il se plaint, il dénonce le non-paiement à sa commune de la taxe prélevée sur les panneaux publicitaires par l'Office guinéen de la publicité. Dans une interview accordée à notre rédaction, le coordinateur des régies et annonceurs à l'OGP ne dément pas cette information. Il parle plutôt d'une réforme instaurée au sein de l'organe par la nouvelle équipe. Désormais, la subvention est annuelle. Mamadou Kalisso, Ibrahima Soma. Avec l'arrivée du nouveau directeur à l'Office guinéen de la publicité, quelques réformes sont engagées. Entre autres, des entreprises qui exploitent les panneaux publicitaires sont facturées au dernier trimestre. Donc, la part de ces montants qui est reversée aux différentes mairies pour le développement local est versée en fin d'année. Mais pour permettre à certaines collectivités locales de fonctionner, des avances leur sont accordées par l'OGP. Matoto fait partie de ces mairies qui ont déjà bénéficié de ces préfinancements. En ce qui concerne le pourcentage des taxes publicitaires qui reviennent aux mairies, il varie entre 10 et 12%. Récemment, le maire de la commune de Dixine a dénoncé le retard de paiement de cette subvention qui leur est accordée par décret. C'est un sujet peu abordé dans la presse, mais qui touche pourtant les citoyens au quotidien, les bouches d'égout dans la capitale guinéenne. Elles sont nombreuses, certaines parmi elles évacuent d'ailleurs les eaux sur la chaussée avec des odeurs nauséabondes. Ce lundi, nous sommes allés dans la commune de Kaloum où ces bouches d'égout irritent des citoyens. Mamadou Saliouba, Abdoulaye Kamara. Ici, nous ne sommes pas à l'intérieur du pays, mais à Korontine, en plein cœur de la capitale. Plus précisément, en face du gouvernorat de la ville de Conakry. Ici, si vous êtes allergique aux mauvaises odeurs, vaut mieux trouver un autre chemin. Car sur cette voie, ce sont les eaux usées qui priment. Et cela depuis plusieurs années. L'eau qui sort ici, là, c'est que c'est un travail non achevé par l'État guinéen. Parce que c'était programmé de faire une usine d'engrais vers la Kamaïne. Maintenant, le contrat a été donné aux Allemands. Les Allemands ont sous-traité les Chinois pour pouvoir faire le branchement. Maintenant, les Chinois, eux, ils ont exécuté leur part, mais le contrat avec les Allemands, entre l'État et les Allemands, ça n'a pas été... La convention n'a pas été tenue. Résultat, les avaloirs n'arrivent plus à absorber les eaux usées. Elles jaillissent impétueusement, mélangées à des déjections humaines qui pourrissent la vie aux habitants du quartier. Je n'ai pas le mot pour exprimer l'odeur là. Sinon, on est tout le temps malade. Avec ça, on ne peut pas avoir la bonne santé avec ça. Les secours sont souvent sur les lieux. Mais après quelques jours, les mêmes scénarios se reproduisent. Que ce soit en saison pluvieuse ou en saison sèche, l'eau coule toujours et empeste sans répit. L'odeur nous fatigue. Les déchets humains ne donnent pas une bonne odeur. Les passants se tiennent le nez. Nous, on ne peut pas parce qu'on vit dans ça. Ce n'est pas parce que nous aimons la saleté. Nous sommes ici parce qu'on n'a pas le choix. Ici, à des moments, les mauvaises odeurs ont plus de fréquence que la saveur qui provient des sauces. Mamaceta Kamara n'a aucun choix que de manger dans cet environnement. Pour avoir un bon sommeil, elle parfume 2 fois sa maison. La solution, c'est de bloquer la route, sans quoi on ne pourra jamais résoudre le problème. L'eau coule depuis longtemps. Nous ne pouvons même pas manger dehors. Mais combien de temps cela va durer? La réponse à cette question dépendra de la bonne volonté des décideurs. Sortons à présent un tout petit peu de Conakry et posons-nous cette question: comment se porte
les infrastructures publiques dans la zone de Boké, une zone minière par excellence érigée en zone économique spéciale par le gouvernement. Eh bien, les responsables de la préfecture de Boké ont effectué une tournée pour toucher du doigt la réalité. Il ressort de leur constat que des bâtiments construits en 2012 à l'occasion de la fête de l'indépendance ne sont toujours pas opérationnels à l'image de la gare routière et du grand marché. Rosaline Goto-Monemo, Salif Lifosissé. Nous sommes dans la préfecture de Boké, précisément dans le quartier 400 à près de 2 km du centre-ville. Ici se trouve le nouveau marché construit depuis 2012 à l'occasion de la fête de l'indépendance. 7 ans après, ce marché n'est toujours pas opérationnel. Une situation qui préoccupe les autorités préfectorales. Ce marché aujourd'hui dispose au moins 120 boutiques, plus de 600 places sous les hangars, qui peut prendre tout le marché central de Boké. Fatoumata Bari est une vendeuse. Elle vend dans ce nouveau marché et dit rencontrer des difficultés. Elle profite de l'occasion pour inviter tous les vendeurs du grand marché de Boké à se joindre à eux sur ce nouveau site. Nous sommes ici depuis longtemps. Ils ont eu pitié de nous. Eux nous ont installés ici en attendant l'arrivée des commerçants du marché de Boké. Nous rencontrons des difficultés. Nous n'avons pas de boutique. À quelques mètres de ce marché se trouve la gare routière construite à la même période. Ici, le constat est amer. Cette infrastructure se trouve aujourd'hui dans un état délabré. Elle n'a jamais connu d'entretien depuis sa construction en 2012. Cette gare routière, vous avez vu son état. Je ne sais même pas depuis qu'elle a commencé à fonctionner. Si ceux qui gèrent cette gare routière, ceux qui ont signé des contrats avec la commune, si un seul jour, ils ont pris le soin de faire une même couche de peinture. L'espace qu'occupe le grand marché de Boké, où les vendeurs sont obligés de quitter pour rejoindre le nouveau, doit être utilisé pour la construction d'un supermarché à Printemps. Parlons à présent sport. Après sa précieuse victoire à Abidjan sur 1-0 samedi dernier, le Style Espoir a regagné Conakry hier dimanche à 14 h. L'équipe a voyagé à bord du même vol que les adversaires ivoiriens. Souleymane Camara Abedi refuse de tomber dans la facilité. Il a fait savoir au micro de Paul Fatian Toukara et d'Aboubacar Dine Camara. Aussitôt arrivé à Conakry, énorgueilli de la victoire à Abidjan, Souleymane Camara Abedi s'est dit satisfait de la prestation de ses hommes. Le coach guinéen reste cependant très prudent quant au match retour face aux Ivoiriens qui n'ont pas encore abdiqué. Pour le moment, moi je ne suis pas content parce qu'on avait de quoi chercher, on a raté des occasions. Normalement, il fallait se mettre à l'abri dès le match aller parce qu'on a eu au moins assez d'occasions. Mais ce qui est sûr, nous avons pris une option sur les adversaires. Le match retour, c'est mardi. Ma mission, c'est de faire qualifier l'équipe, donc il ne faut pas vite parler, on est très serein. Après la débarque essuyée par le Sili national senior à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 et la disqualification du Sili cadet au prochain mondial de sa catégorie, tous les regards sont désormais rivés sur le Sili national espoir. Souleymane Camara Abedi se dit très conscient de l'enjeu que revêt ce match retour. Malgré les 17 professionnels sur 11, il y avait 10 professionnels locaux. Ça ne nous a pas empêché de ne pas gagner. Nous allons nous reposer et mettre la volonté dessus. C'est ce que le peuple guinéen attend de nous. Et notre objectif, c'est de vraiment se réconcilier avec la population guinéenne. Lors du match retour programmé ce mardi 10 septembre au stade du 28 septembre de Conakry, le Sili U23 devra encore rééditer l'exploit d'Abidjan ou à défaut conserver son acquis pour officiellement arracher son ticket pour la CAN des moins de 23 ans. Ce responsable de la Fédération guinéenne de football appelle tout le public sportif à massivement se mobiliser derrière le 11 national. Ici en Guinée, donc on demande vraiment au public sportif de venir très nombreux parce que ce sera le 12e joueur qui fera la décision et vraiment on attend beaucoup du public guinéen qui a toujours su être derrière son 11. Dans le même sillage, victorieux de la première manche le 7 septembre dernier de la Côte d'Ivoire, le Style Espoir affronte le même adversaire ce mardi au stade du 28 septembre au compte du match retour du troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. Et nul suffit à la Guinée pour valider le ticket de la CAN Égypte 2020. Le compte rendu de Mamadou Boyba et Ibrahima Sori 5 Soma est rendu par Abdoulaye Sadio Diallo.
À la veille de cette rencontre capitale, les entraîneurs des deux équipes ont conjointement animé la traditionnelle conférence de presse d'avant-match au siège de la Fédération guinéenne de football. Bien que battus à domicile, les Ivoiriens disent être à Conakry pour décrocher la qualification. Non, nous sommes venus chercher la qualification, nous avons même du courage, de la volonté, de l'envie, mais il faut que nous soyons aussi organisés et équilibrés. C'est une équipe ivoirienne d'une autre mentalité que vous verrez demain après-midi du côté du 28 septembre. Malgré la courte victoire arrachée à l'extérieur, le coach guinéen reste prudent. Il a un discours assez particulier pour motiver ses joueurs. Alors l'équipe nationale, c'est une autre image. Jouez pour votre valeur, jouez pour la Guinée et évitez les injures au niveau des parents, parce que quand on te fait insulter et qu'on insulte tes parents à la tribune, tu sais consciencieusement tu es sur la pelouse. Pour valider le billet pour l'Égypte, Souleymane Camara compte aussi sur l'apport du public. Mais écoutez, le message, c'est l'affaire de la Guinée, comme je l'ai si bien dit. Je demande à tout le monde de venir nous supporter parce que c'est la Guinée. Il ne s'agit pas de crier sur l'équipe, mais de nous supporter. Supporter, c'est quoi? C'est du début à la fin. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu ce mardi à 16h au stade du 28 septembre. Sur le continent, le chef rebelle en exil du Sud-Soudan, Riek Machar, arrive à Djouba en compagnie du commandant paramilitaire soudanais Mohamed Daglo. Machar devrait rencontrer son rival, le président Salva Kiir, pour tenter de sauver un accord de paix en panne. Daglo mène des pourparlers de paix séparés avec des groupes armés soudanais. Le commentaire est signé Mohamed Damaro Camara. Les discussions se poursuivront ce mardi et peut-être mercredi où seront abordées des questions telles que le nombre d'États que le Soudan du Sud aura. Cependant, le gouvernement a fait savoir que même si tout n'était pas en place avant novembre, il formerait un nouveau gouvernement. Outre les pourparlers avec Machar, le président Kiir a proposé d'intervenir entre le gouvernement soudanais et les groupes rebelles, affirmant que c'était dans l'intérêt de son pays. La rivalité entre Kiir et Machar sur le champ de bataille et en politique n'est pas nouvelle. Les deux hommes se sont affrontés et ont pris le pouvoir au cours de la guerre civile entre 1983 et 2005 au Soudan. En décembre 2013, la guerre civile a de nouveau éclaté au Soudan du Sud, après que Kiir eut limogé Machar en tant que vice-président pour avoir prétendument planifié un coup d'État. Après son limogeage, Machar avait affirmé qu'il envisageait de prendre la tête du mouvement de libération du peuple soudanais qui a conduit le pays à faire sécession de Khartoum, après avoir mené l'une des plus longues guerres civiles d'Afrique. En mai 2015, et pendant la guerre civile, le Parlement du Sud-Soudan, composé de 302 membres, a légiféré pour modifier la constitution de transition du pays afin de prolonger le mandat présidentiel et parlementaire jusqu'au 9 juillet 2018, avec 264 membres votant pour et une poignée s'opposant à cette proposition. Le Soudan du Sud émerge lentement de 5 années de guerre civile qui a tué près de 400 000 personnes et provoqué le déplacement de millions de personnes. Un accord de paix fragile a été signé en septembre dernier, mais jusqu'à présent, il a été marqué par des retards et la poursuite des combats dans certaines parties du pays. La visite de Machar à Djouba est considérée par certains observateurs du Sud-Soudan comme une dernière tentative pour faire avancer l'accord. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin du 22h. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. L'info continue sur Espace TV. À demain pour un autre grand rendez-vous d'information sur la télé de notre planète. Bonsoir.